Allez, Monaco pour commencer, les gars. Victoire de Buzyn de l'AS Monaco qu'on n'avait plus vu en Ligue des Champions depuis 6 ans. Ouais. Bien sûr, certains vont la dire dernière fois, c'était terrible. Regarde pas la dernière compo de Monaco en Ligue des Champions. Il y a des joueurs, tu as oublié. Oui, t'as raison, c'est dingue. Je l'avais fait. Ça en a parlé il y a quelques semaines, ouais. Tout à fait. La compo, tu veux dire De Monaco, dans son dernier match, c'était Thierry Henry qui était sur le banc. Tu regardes la liste, t'as aucun des gars qui a réussi derrière. L'équipe, elle fout les jetons. Tu te dis, mais que sont devenus ces joueurs Nico, fais-toi le kiff. Mais je te la trouve dans quelques secondes. D'abord, je crois que c'est un match contre. Je sais plus. Bon, enfin bon. D'abord, je vais voir. Pendant que tu recherches, on commence à voir l'image. Effectivement, comme je parlais de cette équipe-là, parce qu'en plus, ça suivait la très très belle génération et l'équipe de dingue de 2017. Là, on n'est certainement pas au niveau de l'équipe de 2017, mais moi, je le dis depuis le début de la saison, je suis assez impressionné aussi bien par le 11 qui peut être aligné au départ que par les possibilités qu'il y a sur le banc. Et ce soir, on l'a vu. Les joueurs qui sont rentrés, je trouve, ont souvent apporté quelque chose. Alors, les choix initiaux, je ne sais pas ce qu'a voulu vraiment faire Adi Hutter. Est-ce qu'il a voulu être, comme d'habitude, offensif, parce que c'est plutôt un entraîneur offensif, donc à aligner quand même 4 mecs, parce que Minamino était en soutien d'Embolo avec les deux jeunes sur les côtés, donc 4 profils très offensifs. Est-ce qu'il a voulu allier un peu d'offensif et un peu de solidité? C'est pour ça qu'il n'a pas mis Caio Henrique. Ou même Golovin. Et il a évidemment pas Golovin, tu as raison, et qu'il a balancé Vanderson à gauche pour mettre Singo. Singo était pas mal. Hein, il a été bien, mais moi, a priori, Vanderson, Caio Henrique, j'aime bien ces deux latéraux. Il y a du jeu, ça peut envoyer du lourd, quoi. Bon, il a essayé de mixer un petit peu. Écoute, le début de match, il est bon. Hein, quand tu te retrouves à 11 contre 10, c'est que tu as réussi ton début de match. Tu as réussi à provoquer quelque chose. Exactement. Ouais. Bon, Vanderson, tu l'as dit, peut-être, j'ai pas entendu, c'est pour contrer Lamine Yamal. Hein. C'est un choix tactique. Hein. D'Adi Hutter. Il a basculé de la droite vers la gauche parce qu'il estimait que c'était le joueur le plus à même de contrarier Lamine Yamal. Bon, mais encore une fois, généralement, ce genre de passe-là, de complètement changer un joueur de sa position parce qu'il va avoir une mission. Je ne suis pas sûr que ça marche tout le temps, le feu de Dieu. Ça, je préfère un marquage doublé ou ce genre de choses-là plutôt que d'aller faire. Parce qu'en gros, c'est quoi? C'est que Vanderson, il court vite. C'est ça. Lamine Yamal, tu peux pas défendre en 1 contre 1 sur lui. C'est pas possible. Il faut avoir toujours un joueur en couverture mutuelle derrière. D'ailleurs, tu le vois sur le but, l'égalisation qu'il met. La couverture, elle n'est pas assurée et ils sont débordés les deux, quoi. Et voilà. On va accueillir au 32-16 supporter monégasque. Zag est avec nous. Salut Zag. Salut. Bienvenue dans l'after avec Daniel et avec Manu. Bon, simplement, ce soir, ton émotion surtout. Tu parles d'exploit ce soir ou pas? Taper Barcelone en Ligue des Champions, c'est forcément un exploit pour Monaco. Mais Monaco, ils sont habitués à quelques exploits quand même sur la scène européenne. Et Daniel tout à l'heure parlait effectivement de l'équipe de 2017. Moi, je trouve que cet effectif-là, celui de cette année, il peut se retrouver un petit peu dans la lignée de 2004 ou 2017. Une équipe qui a beaucoup de qualités collectives et individuelles pour éventuellement faire un bon parcours en Coupe d'Europe, quoi. Ouais, je crois pas. Alors, et Dieu sait, j'en dis souvent du bien de cet effectif monégasque. Je vous le souhaite, hein, mais en termes de qualité de joueur, ça n'est ni 2004 ni 2017. Pardon, mais c'est pas possible. Non. Mais offensivement, tu vois qu'on a des gars qui ont vraiment du ballon. Oui, mais par exemple, tu vois devant. Moi, je l'aime bien Mbolo aussi parce que c'est un joueur qui fixe beaucoup, mais il faut absolument qu'il soit aidé. Tu vois, je le vois, j'arrive pas à l'imaginer mettre ne serait-ce que 15 buts dans une saison. Il est maladroit, tu vois, il bouge beaucoup, il provoque, il pèse sur les défenses, mais il n'est pas super habile quoi, devant le but. Il permet aux autres effectivement de devenir, et il use tellement les défenses. Derrière, quand tu as Balogun qui rentre avec sa vitesse, il est Nikena qui est aussi très frais, qui peut-être est celui des trois qui est le plus frais à l'heure actuelle et le plus clair dans sa tête et qui joue complètement libéré et qui en loupe moins. C'est vrai qu'ils me plaisent tous bien, mais devant, je trouve que ça manque parfois un peu de... Après, il faut voir comment vont évoluer les deux jeunes qui finalement ont été alignés au détriment de Golovin. Akliouche Ben-Seguir. Sacré choix quand même. Hein. Oui, mais là aussi, Golovin revenait de blessure. Il a joué le dernier match. Mais à un moment, il manquait un peu de rythme. Champions, c'est logiquement un de tes meilleurs joueurs. Non, mais sérieux, Akliouche Ben-Seguir. On l'a déjà vu en championnat, il peut avoir tendance parfois
à ralentir un peu le jeu parce qu'il garde la balle. Alors en supériorité numérique, c'est très bien, mais dans la construction du jeu et pour aller plus vite dans un match où on aurait joué à 11 contre 11 contre un Barça qui, au milieu de terrain, aurait peut-être été plus... Tu veux dire que toi, toi, la question se pose de faire de Golovin un titulaire en Ligue des Champions maintenant que tu as Akliouche et Ben Seguir? Non, il faut prendre le temps. C'est-à-dire que là, on a commencé avec une ligne de 3 offensifs, Ben Seguir, Minamino, Akliouche. Il faut rester là-dessus sur les automatismes qu'ils ont, le temps de jeu qu'ils ont déjà passé ensemble avec Mbolo devant. Ça va évoluer en cours de saison. L'effectif est fait pour ça. Et ce qu'il a fait avant la trêve internationale Hutter de changer beaucoup de joueurs, c'est hyper important d'investir et d'impliquer tout l'effectif. Non, mais là, tu as raison. Le groupe est bien concerné et quand il fait rentrer des mecs, les mecs sont bons. Donc. Et le fait de pas aller chercher un autre 6, de concerner tout le monde et de dire voilà, on a des solutions, on a suffisamment de mecs à chaque poste et puis des gars qui peuvent aller à d'autres niveaux. Caio Henrique arrière gauche, bien sûr. Moi, tu le mets milieu gauche ou peut-être pas récupération, parce que physiquement dans le cœur du jeu c'est moins ça, mais tu le mets effectivement un peu plus haut. Ça peut être un bon piston pour combiner avec quelqu'un qui est derrière. Vanderson, il est assez polyvalent. C'est pas Fabinho non plus, mais c'est un gars qui peut rapidement aller vers le but. Enfin, le but qu'il met ce week-end. C'est vraiment un gros latéral brésilien qui va de l'avant et qui a la qualité pour. Donc cet effectif-là, il est cohérent, il n'est pas trop surpeuplé. Et en plus des dispositifs tactiques dans lesquels Hutter les fait jouer, ça convient un petit peu à tout le monde. Et puis quand il fait rentrer Golovin, Zakaria, on le voit un peu moins balle au pied à monter avec la balle. Il reste en sentinelle et c'est Golo qui tricote un peu plus. Et c'est possible aussi de jouer dans ce dispositif. Zach, merci d'avoir appelé. Je rappellerai le calendrier tout à l'heure de l'AS Monaco dans cette phase de Ligue de la Ligue des Champions. Bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. On fait une pause dans un instant. Stéphane sera également avec nous. On va quand même reparler d'Akliouche. Je crois qu'il va en parler, Stéphane, et de Ben Seguir, gamin bluffant. Première en Ligue des Champions, intensité, culot, prise d'initiative. On va revenir sur leur performance notamment. Reste avec nous, c'est l'after supporter brestois. On vous attend également au 32-16. D'ici 30 minutes, on parlera également de votre... Chez vos commentaires dans le chat. RMC jusqu'à 1h. L'after-foot. Nicolas Jamin. Avec Daniel Riolo et avec Manu Petit, RMC 23h18, on est ensemble jusqu'à 1h du matin, suivi de la libre antenne jusqu'à 2h du matin avec Nicolas Villas ce soir. Notamment, vous nous appelez au 32-16, supporter monégasque, Monaco qui s'est imposé 2-1 face à Barcelone. Alors je vois des commentaires également sur le chat, certains qui nous expliquent ce soir qu'effectivement à 11 contre 10 c'est plus facile de battre le Barça, je crois qu'on donc le sait, c'est pas forcément un exploit. Non, mais le Barça est responsable aussi de sa maladresse et de ce carton rouge. Débattre du terme exploit déjà. Non, mais c'est pas forcément dans un match l'exploit quand tu élimines en huitième de finale, en quart. Après, tu n'as plus de mots pour décrire. C'est une victoire de prestige. Le terme, on s'en fout en réalité. Ouais, exactement. Le mérite de Monaco existe ce soir malgré le carton rouge. Le mérite de Monaco existe déjà parce que sur cette action précisément, il peut y avoir une belle occasion de but pour Minamino qui récupère un bon ballon. Après, oui, effectivement, que le Barça soit a priori supérieur, on n'en doute pas vraiment. On aurait aimé voir à 11 contre 11 que ça donne, mais ça ne me déplaît pas d'avoir vu à 11 contre 10 un Monaco finalement supérieur et gagner le match. Voilà, ça fait partie de l'histoire de ce premier match. On ne va pas minimiser quand même la victoire de Monaco. Personne ne minimise et personne n'a envie de réévaluer, de parler d'exploit de l'année, de parler d'exploit du c'est un premier match de poule. De poule, c'est même pas de ligue, comme on dit, de championnat. De ce championnat, on verra bien si grâce à ça, Monaco, justement, avec ses 3 points et le reste de son programme, ça devrait lui permettre, Monaco, de ne pas être dans les éliminés. C'est hyper important parce que là, 3 points contre le Barça. C'est ta vie qui change. C'est gros chapeau 1. T'es encore là au mois de mars, du coup. Là, ils vont jouer Dynamo Zagreb, qu'on a pris 9 contre le Bayern. Ils vont enchaîner par la réception des Hôtels Rouges Belgrade à Louis II. Voilà. Après oui, Bologne. Alors, déjà, avec 9, t'as l'impression. Avec 9, tu seras minimum barragiste. Tu seras mais barragiste, tu veux dire dans les 24 9 à 24. Ouais. Et ben alors, donc, ça veut dire que l'histoire de Monaco sur ce match-là, sauf Kata, à laquelle je ne crois pas du tout, ça veut dire que tu es encore concerné par la Coupe d'Europe avec ce nouveau système jusque début mars. Parce que c'est au mois de février, le fameux play-off. Là. Voilà. Jusqu'à début mars, tu es concerné. Pardon, mais voilà ce que donne cette formule-là. Deuxième quinzaine de février, je crois. Les 8e. Non, mais on peut penser que Monaco a un calendrier favorable quand tu vois les adversaires que tu as cités.
Mais c'est le problème aussi à Monaco, je le connais bien pour avoir joué là-bas, c'est que quand tu réalises des victoires de prestige comme ça contre des grands clubs, des fois derrière, il peut y avoir un endormissement de certains joueurs, tu vois. C'est Zagreb et... oui, d'accord. Étoile rouge. Mais oui, mais Monaco, moi, il me rassure plus quand ils ont affaire des adversaires qui sont huppés, tu vois. Tu veux dire, mais c'est quand même une très bonne nouvelle d'avoir pris les 3 points. Je connais le contexte monégasque. Tu peux envisager vraiment la suite. Oui, mais bon, j'attends de voir. J'attends de voir. C'est un résultat. Moi, je me fous de savoir si c'est exploit ou pas. Chacun le rangera comme il a envie. Mais que ce soit un résultat extrêmement important, ça, oui, ça l'est. Avec en plus probablement beaucoup de confiance engrangée par cette équipe-là, qui va continuer en championnat à rester dans le haut du classement, qui peut envisager la suite en Ligue des Champions, qui a un effectif pour jouer les 2 compétitions. Oh, c'est magnifique pour Monaco ce qui s'est passé ce soir. Il vient de taper le Barça qui était invaincu depuis le début de la saison. Vraiment, 5 matchs, 5 victoires en Liga, leader du championnat espagnol. C'est vraiment très très bon. Il ne faut pas minimiser, il faut mesurer la performance des Monégasques. Tiens, Stéphane est avec nous au 32-16, supporter de la SM. Salut Stéphane. Et bonsoir messieurs. Bienvenue sur RMC avec Daniel et Manu. Enchanté Manu de passer pour la première fois à l'Open avec vous, champion du monde et buteur. On se verra la semaine prochaine pour le centenaire. Alors, toi, évidemment, tu es invité toi. On a vu pourquoi tu dis toi? Il est dans le bouquin Manu ou pas? Il est en photo 3-4 fois. En fait, ouais, tu fais référence à Jérôme, mais il est invité Jérôme aussi. Non. Bien sûr qu'il est invité. Non. Comment ça, il n'est pas invité Jérôme? Jérôme n'est pas invité. Mais bien sûr que oui, il est invité. J'en ai parlé avec lui il y a encore 10 jours. Non, mais s'il n'est pas l'invité, c'est qu'il y a un vrai problème là en fait. Et je pense qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, il est invité, je te le dis. On te raconte des conneries. Enfin bref, on n'est pas là. Tu l'invites, Jérôme Roten, au 100 ans de l'AS Monaco? T'es pas spontané, on dirait Mbolo. Non, mais sérieusement, Jérôme, c'est une légende à Monaco. Alors, comme vient de dire Daniel, il ne faut pas non plus trop galvauder les termes exploits. Donc, parlons de légende. Non, ça a été un très bon joueur qui a marqué son époque à l'AS Monaco sur ces 2 saisons, avec notamment la finale de Ligue des Champions. Après, non, Jérôme Roten était un très bon joueur de football, oui. Waouh. Mais non, mais attends, on est bien d'accord que il y a eu d'excellents joueurs à Monaco. Mais dans un ouvrage où tu en mets 100, un mec, dans une période où vous gagnez un titre et vous faites finale de la Ligue des Champions, il est le meilleur passeur avec un parcours absolument incroyable et c'est quasiment le meilleur joueur, et il n'est pas dans la liste, c'est aberrant. C'est pas moi qui fais la liste, Daniel, moi je suis pour rien. Non, mais je te demande, toi, en tant que supporter. Si, oui, enfin après, c'est ça que moi en fait je suis devenu supporter de l'AS Monaco quand j'avais 10 ans, donc c'était en 2004. Donc mes souvenirs sont un petit peu frais, mais c'est sûr que oui, non, évidemment, Jérôme Roten fait partie de ces joueurs comme Ludovic Giuli, Dado Percho, qui m'ont fait aimer le football et aimer cette équipe. Donc oui. Après Manu Petit, je l'ai jamais vu vraiment. Tu sais, attends, on va pas faire une demi-heure sur Jérôme, les amis, c'est pas le sujet ce soir. Mais il y a un sujet, il m'a pas vu jouer, donc tu as quel âge? Moi j'ai 30 ans depuis le mois de mars. Ah ouais, c'est sûr que tu m'as pas vu jouer, non? Je t'ai vu vers la fin, Manu, t'as vu quand même. J'ai pleuré maintes et maintes fois je suis parti en revoyant ton but en finale de Coupe du Monde. Ouais, tu l'as revu en replay. Non, mais il y a un sujet, c'est que quand quelqu'un devient consultant et qu'il s'engage et qu'il n'a pas peur d'exprimer ses opinions, en fait, on mélange tout. Et on mélange tout et on oublie le joueur qu'il était à un moment, les saisons où il a été excellent, les saisons où il a été moins bon. Et faut dissocier. Faut dissocier. Quand tu as été Louis, je me souviens que ça lui avait joué des tours aussi. Quand il a commencé à être consultant, qu'il a eu son émission. Oui, on a oublié ce qu'il avait réalisé. Parce que peut-être on oubliait, on n'aimait pas ce qu'il disait. Ou à un moment, il est arrivé au PSG de mal le traiter. Alors que c'est au PSG le plus grand joueur, c'est l'homme le plus important, en ce qu'il a fait en joueur et en entraîneur, c'est le plus important. Et il y a plein de gens qui ont oublié ça. Soit ceux qui ne l'ont pas connu parce qu'il y a un problème générationnel, et soit ensuite parce qu'ils le connaissent en tant que consultant et parfois ils n'aiment pas ce qu'il va dire. Et on mélange tout souvent. Non, mais je ne veux pas croire que Jérôme ne soit pas invité au 100 ans de l'AS Monaco. Jérôme, d'ailleurs, qui a rappelé cette semaine, en tout cas, il a retweeté un tweet, il est encore aujourd'hui le joueur qui a fait le plus de passes clés. Bien sûr. Sur une saison en Ligue des Champions. Bien sûr. 45, saison 2003-2004, bien sûr, devant Xavi, Ronaldinho. Voilà. 45. Et Manu doit y être aussi. Tu as gagné quoi? Une Coupe soit de France, une avant-dernière passe, soit une passe décisive. J'ai gagné le championnat, la Coupe de France, et on a perdu. En 88, tu es dans l'équipe? Non, pas en 88, on a gagné en 97 le championnat. Quand je pars à Arsenal, on est champion. Oui. Bon, Stéphane, revenons au match ce soir. Oui. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Qui tu veux mettre en avant dans ton effectif?
Alors moi j'étais j'étais très heureux que Didier Deschamps soit au stade ce soir. Comme ça il a enfin pu voir un joueur de foot de ses yeux, à savoir Marnès Akliouche, qui pour moi depuis 2 ans vraiment est en nette progression. Il y a clairement pas photo. Alors oui, il est encore un poil frêle à mon goût. Et encore, c'est moi qui dis ça à 30 ans avec du bide sur mon canapé. Mais il a encore le temps de s'étoffer. Mais par contre, c'est un joueur qui pue le football, Akliouche. Enfin, moi, je suis totalement fan de ce joueur-là. Et puis non, dans l'ensemble, Monaco a fait un bon match. Alors oui, c'est plus facile de jouer à 10 contre 11 forcément, mais le rouge, comme Daniel l'a expliqué, Monaco est allé le chercher. Enfin, c'est un pressing sur une relance de Ter Stegen, Minamino qui intercepte le ballon, et voilà, Monaco a provoqué l'expulsion d'Eric Garcia. Donc ça fait partie du football. Après, c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais Barcelone a eu des temps forts également. Moi, j'ai pas été serein tout le match, mais je trouve que Monaco, contrairement à l'an dernier, malgré la perte de Fofana, malgré la perte de Ben Yedder, je trouve cette équipe plus homogène dans l'ensemble. En fait, j'ai l'impression de voir l'équipe de France dans le sens où, et ça me fait chier de dire ça, mais dans le sens où il y a une solidité qui se dégage, et pas seulement sur ce match-là, mais depuis le début de championnat, Monaco n'a encaissé qu'un seul but, et c'est sur penalty contre le Racing Club. C'était le gros problème de l'AS Monaco la saison dernière, bien sûr, qui a été réglé le temps d'un été. On verra. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus solide. Tu vois, il a parlé d'Akliouche, il a parlé de Ben Cheguir. J'imagine qu'Akliouche. Ben Cheguir. Ben Cheguir, pardon. Il doit lui plaire un petit peu plus. Et c'est vrai qu'Akliouche est un. Moi, j'adore ce joueur. Mais l'autre effet, pareil, je parlais du truc des consultants et tout. Il y a un effet aussi, c'est le club médiatisé ou pas. Je l'ai déjà dit cet été. Et je sais que ça énerve les gens. Mais quand on parle de jeunes joueurs, il y a un certain qu'on met en avant, qu'on monte à faire des unes de journaux et tout. Je ne vois pas ce que Akliouche a par exemple envie à Barcola, qu'on met en héros régulièrement. Mais parce que Akliouche est un super joueur français. Il y a un effet exposition. Barcola c'est joue au Paris exactement ce que je t'ai dit. C'est exactement il y a un effet équipe de France aussi. Les gars, là vous parlez d'un sujet que je connais bien. C'est exactement ce que je dis. La médiatisation fausse les impressions. Vas-y Manu. Non mais à Monaco, on avait beau jouer des finales de Coupe de France, des finales de Coupe d'Europe ou de jouer le titre. On avait toujours un petit encas dans la presse, même quand on réalisait. Rappelez-vous les demi-finales à Feyenoord, ça n'a même pas été diffusé. Il n'est pas passé à la télé ce match. Oui, on n'a pas passé à la télé, et même pas un quart de journal. Si ça avait été Marseille ou Paris, ils en auraient fait des tonnes, ça c'est clair. Oui. Bien sûr. Mais donc, nous c'est aussi. pour ça que je voulais dire à quel point Akliouche est un bon joueur. Pourtant, Monaco fait partie des clubs les plus réguliers sur Akliouche. J'aimerais dire ça. J'adore ce joueur, mais il n'est pas toujours régulier. Oui, celui-là, il fait pas. Il est jeune, hein. Mais c'est quel âge il a ? Bien sûr. 19 ans. Il a 22 ans. 22 ans. Je parlais de Seguir, lui il a 19. D'ailleurs, qu'on dit toujours très jeune, mais il a 22. Akliouche a. Seguir a 19 ans. 19 ans. Akliouche, il a 22 ans. Ça reste un jeune joueur, mais c'est un gars qui doit avoir 3. Il doit. Celui à 3-4 saisons. Sa marge de progression, elle n'est pas technique parce que c'est un joueur qui est fort. Je pense qu'elle est mentale. Il doit s'affirmer comme un grand joueur parce qu'à son âge, il y a des gars déjà en Europe qui sont déjà des très très bons joueurs. Akliouche, il a la technique d'un très très bon joueur. Oui. Ce qui fait passer au-dessus, c'est le mental. Est-ce que tu es un tueur ? Est-ce que tu as envie de t'affirmer comme une vraie star du foot ou pas ? Mais le talent, mental, il a, oui, Akliouche, hein. Mais je pense que physiquement aussi, pour qu'il fasse des matchs pleins, parce que des fois, il disparaît dans le match et on ne le voit pas pendant 5-10 minutes. Et il a besoin de se renforcer. Je pense qu'il est en train de terminer sa croissance. Même, il l'a certainement terminé, mais il est un peu frêle quand même. Ouais. Exactement. Stéphane, merci d'avoir fait le 32-16. Hein. Tu reviens quand tu veux. Tu peux nous rappeler, notamment avant Dynamo Zagreb à AS Monaco. Ce sera le 2 octobre. Très bonne soirée à toi, Stéphane. Tu reviens quand tu veux sur RMC. T'es parti en quelle saison, quelle année de Monaco, toi ? 97. Oui, non, sur un titre de champion. Donc, en plus, je lui disais, il avait oublié, même celui de Wenger, il est là, il est tout gamin. 88. T'es sûr que c'est 88, c'est pas 87 ? Parce que je faisais mes premières apparitions, moi, avec les pros. J'ai fait quelques matchs, une douzaine de matchs, il me semble. Et la plupart du temps sur le banc. C'était à l'époque où je me rappelle, il y avait Nice avec Bocandé. Jules Bocandé, le regretté. Le regretté, ouais. Allez, dans un instant, on prolonge sur Monaco et on parle du Barça. Surtout, on vous attend, supporters du FC Barcelone, le 32-16. On va parler de la défense du Barça, qui a été limite catastrophique ce soir contre l'AS Monaco. Allez, reste avec nous, c'est l'after avec Daniel et Manu. À tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à Daniel avec Manu Petit. On est ensemble jusqu'à 1h du matin ce soir. Il est 23h33. On a encore 1h27 de bonheur en plus. Pour citer un ancien confrère qu'on salue. Monaco vainqueur, 2-1 ce soir. Et champion en 88. Hein. Manu me corrige et je connais mieux sa carrière que lui. 87, c'est les Girondins de Bordeaux, évidemment.
87, c'est Bordeaux. Je suis champion en 88. C'est Mais pas Manu, t'es- sérieux là? T'avais intégré les cadets juste avant. Je l'ai pas je sais intégré si- parce que je sais pas si j'ai, t'as joué beaucoup. non, T'as fait j'ai ton pas apparition. joué énormément. C'est ton premier titre, Manu. Mais est-ce Mais que t'as fait au moins une apparition? oui, Parce 13. qu'il t'avait intégré au groupe, mais à l'entraînement, tu y étais. Mais est-ce que t'as. oui, non, j'ai fait quelques apparitions, mais en même temps, j'ai jamais intégré parce que justement, j'ai pas le sentiment d'être partie prenante. Ah, tu l'as pas C'est compté fort, pour ça. toi? Non. Ah, d'accord. Mais Lionel, il compte à 98. Bien sûr. Oui. Ben oui, ça n'a rien à voir. non, mais vous allez arrêter un petit peu. On peut plaisanter, on salue Lionel. Non, c'est pas de la plaisanterie. Mais ça. évidemment que je C'est compte Lionel, il est sarcastique. champion du monde. Voilà, nu. Ça compte dans la vie d'un groupe d'avoir un mec Est-ce comme ça que aussi. t'étais à l'entraînement ou pas avec les grands? Bah, t'étais à l'entraînement, c'est bon. Voilà, c'est tout. Voilà, t'étais dans le T'as groupe. l'équipement et le titre. Wenger, il te disait bonjour ou pas? Mais vous êtes vraiment, mais Est-ce que Glenn O'Neill te disait bonjour? bien sûr. Ouais. Parce que Allez, c'est stop, un- les gars. Je parlais C'est un même en sacré anglais joueur, avec lui, avec Glenn Marc Atley aussi, tu vois. Bon, ça, à l'époque, tu savais pas parler anglais, que ça. Ah, mais tu sais quoi, je parle anglais depuis très longtemps, tu vois. D'accord. Kylian Mbappé 1.0. Et tu me parles pas d'âge, s'il te Ça, plaît. c'est son côté normand. c'est pour ça, Mohamed, il était- Messieurs, voilà. accueillons Mohamed au 32-16, supporter monégasque. Salut Mohamed. Salut l'équipe. Bienvenue salut sur Daniel, RMC. salut Manu. Salut. Patiente quelques secondes, j'accueille également notre correspondant permanent. Je rêvais de dire ça à Barcelone, en Espagne. Edgar Grolot est avec nous. Salut Edgar. Salut messieurs, Hola, salut ¿qué à tal? toutes et à tous. Bienvenue dans l'after, mon cher Edgar. Tiens, avant de te donner la parole, Mohamed, ton Oui. sentiment ce soir, ta joie. Tout à l'heure, on a eu un supporter monégasque qui était déjà dans l'analyse pure de la rencontre. Toi, en tant que supporter de l'AS Monaco, qu'est-ce que tu ressens ce soir surtout? Bah déjà une grande fierté. Il y a 30 ans, je crois, Manu jouait ce match, on avait perdu 1-0. Aujourd'hui, on gagne 2-1, donc voilà. C'est une petite revanche aussi. Ça fait toujours plaisir de gagner contre le Barça. Eh oui. D'ailleurs, j'ai un doute sur ce match-là que tu fais référence. Je me demandais, il y avait bien Stoïkov, parce que moi, j'étais au marquage de Stoïkov dans ce match-là. Oh, mais Stoïkov, putain. Non, mais si il demande crois si que c'est Stoïkov ça. était là, il dit J'ai j'ai un un doute. gage. Celui qui était là, moi, j'étais au marquage. non, je voulais savoir, est-ce que je me rappelle pas en fait de l'avancante, c'est quand même pas Romario qui jouait. Bah, en Je crois que 94 aussi. Je crois que c'était Romario, même Quelle Henri équipe tout à l'heure ils avait avaient, fait une petite... ouais, en référence à finale, ça. ils se font ouvrir en deux par Contre Milan. mais- ouais, Milan 4-0, ouais, avec le but Quelle année, de tu Marcel dis de Sailly. 94. Mais je me rappelle, l'effectif qu'ils avaient cette époque-là, le Barça, il était juste magique, quoi. Bon, Mais- Mohamed, le match du Mais- soir surtout, 30 ans plus tard. Et d'ailleurs, le but qu'ils avaient mis, il ressemble exactement au Vous but en qu'on a foutez mis du ce match. soir. Les gars, Monaco a battu le Barça ce soir. Ouais, mais ils ont envie de parler Là, du on passé. revient sur Regarde. Monaco 88, Bordeaux 87, 98. Parlons de ton Mais club. c'est grâce à l'histoire qu'on comprend ce qui se passe Oui. aujourd'hui. Exactement. 30 ans plus tard, peut-être. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu retiens ce soir, surtout? La victoire, un gros groupe. On voit qu'un groupe était aussi soudé. Quand on voit l'entrée d'Yannickena, celle de Balogun, qui malgré, on peut dire, on a dit que Balogun n'était pas dedans et tout, a fait une très bonne entrée. Yannickena, il a que 18 ans, il joue. Bah, c'est vrai qu'il était décevant, Balogun, jusque-là. Tu avais l'impression qu'il avait toute la misère du monde sur les épaules. Quand Mais je l'ai je vu pense rentrer, que j'étais inquiet, mais effectivement, comme tu dis, il a plutôt fait une bonne entrée. Mais je pense surtout que le jeu de la L1, entre guillemets, avec un club comme Monaco, c'est-à-dire face à des blocs bas, ne lui convient pas. Il a besoin d'espace, et là, il a eu les espaces, il les a dévorés, il a pris de la vitesse. On laisse aussi jouer en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, on se livre dès qu'il y a le moindre contact. Là, il a pu se laisser aller, et je pense que c'est aussi ça. Je pense que c'est un joueur de Ligue des Champions dans le sens où il a besoin d'espace. Mais Ben Seguir s'est révélé, il était quand même face à Koundé, qui est l'un des meilleurs latérales au monde. Et pourtant, il ne s'est pas déballonné, il a tenté les 1 contre 1, il a dribblé, il a centré. Minamino, on parle de lui, mais dans son pressing, dans son jeu sans ballon, dans son jeu de remise, il est très très important dans le jeu. Et donc on voit vraiment un groupe, un collectif, certes avec peut-être moins de puissance offensive, parce que Mbolo n'est pas un attaquant comme peut l'être un grand neuf. Mais voilà, il y a un collectif. Et c'est ça qui est vraiment très important, que ce soit Singo, Kerrer. À un moment, Kerrer se trouve, Salissou, face à 3, arrive à arrêter le ballon alors C'est que vrai. c'est un 3 contre 1. Tout à fait. Non, mais c'est un effectif complet. Hein. Comme l'a dit tout à l'heure un autre supporter monégasque, homogène. On verra ce que ça va donner. Il y a juste le point noir du le numéro 9. Il va falloir trouver un gars décisif Mais dans je la pense saison. qu'avec des joueurs de côté, avec un Golovin qui, je pense, qui redescend, avec un Zakaria qui était énorme. Zakaria qui était énorme. Je sais pas s'il ira jusqu'à faire une doublette Golovin-Zakaria. Ah, moi je pense que C'est face à séduisant, certains mais je joueurs, sais ça pas pourrait s'il être osera le intéressant. faire. En tout cas, il l'a osé aujourd'hui. Parce que peut-être que c'était à 10, mais il a osé. Je pense qu'il sera aussi amené à la faire. On n'a pas forcément de meilleur milieu de terrain. On a Magassa
et Matazo. Donc c'est compliqué de faire mieux. Il a osé, je pense, parce que le FC Barcelone était à 10 aussi. À 10, et puis on n'a pas parlé aussi de tous les absents du côté du Barça. Parce que quand tu regardes le banc de touche ce soir, c'est la Masia en fait. Oui, bien sûr. Donc ils ont des circonstances atténuantes aussi, le Barça. Profiter de ce match pour prendre 3 points. Exactement. Tu as le certain Gérard Martin qui entre en jeu. Ça fait toujours plaisir de battre le Barça. Martin. On parle toujours de la Masia. Bah là, aujourd'hui, c'était le centre de formation de Monaco qui a fait quelque chose de grand. Mais on pourrait parler de la Turbie aussi. Exactement. Oui, parce que Monaco, pendant longtemps, était pourvoyeur de l'équipe de France. Sinon, j'ai une mauvaise nouvelle pour Manu. Effectivement, il était au marquage de Stoïkov, mais c'est Stoïkov qui a marqué quand même. Ouais. Et il y avait Romario, effectivement. Je regardais ça. Et il y avait Stoïkov, Ballon d'Or quand même. Hein. Et est-ce que Emmanuel Petit sera là pour les 100 ans? Bien sûr, je serai là. Oui. Il sera bien là. Je serai là aussi avec ma femme que j'emmène pour la première fois au Stade Louis II. Waouh. Ah, t'enchaînes avec le resto à Monaco? Vu l'heure, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Bon, si tu mets un peu de sous de côté, Manu peut aussi l'inviter. Hein. Va lâcher une addition à 300 balles. Manu est un homme généreux, il peut t'inviter. Oui, bon, 150 à 2, t'as pas grand chose, mais tente quand même. Si Manu nous invite, le McDo là-bas, il est à 50 €. Le McDo. Ce serait un honneur de te rencontrer, Manu. Après, si tu vas vers le port, tu peux peut-être tomber sur le yacht de Michael Jordan. Je sais qu'on a rendez-vous à 15 h. Incroyable. Michael Jordan était là. Mais Michael Jordan, il faut savoir, est très souvent dans le coin. Et son yacht il n'est pas obligé d'aller voir un match de soccer. Son yacht n'est pas à Monaco. Donc, tu es en train de dire qu'il serait intéressé pour acheter un club? Mais je crois. Non, il est souvent là-bas, il aime bien ce coin-là. Mais je ne sais pas où est son yacht, mais ce n'est pas à Monaco. Je me suis renseigné. D'accord. J'ai appelé le Yacht Club monégasque. Ils m'ont dit le tien est là, mais pas celui de. Il y a celui de Jérôme. Il y a ta barque. Il y a celui de Jérôme. Il y a celui de Jérôme Roten. Mais il n'y a pas celui de Michael Jordan. Mohamed, merci d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Il y avait tonton Nadal en face de toi dans ce match-là. Il y avait l'oncle Nadal qui était là. C'était tonton de Rafa. Keman en défense centrale. Et Zoubi Zareta dans le but. Guardiola était là aussi, en face. Grande équipe. Iglesias aussi. Le frère de Rolio au milieu. Edgar, que dit la presse catalane ce soir? Est-ce qu'elle est catastrophée ou elle se dit que bon, il y aura encore 7 journées pour se refaire et on est serein? Sur le long terme, effectivement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais par contre, celui qui en prend pour son grade, c'est Ter Stegen, qui, pour beaucoup, n'est plus un gardien extrêmement fiable. Il est fautif sur le carton rouge, évidemment. Pour moi, elle est surtout pour lui, avec cette mauvaise relance. Ah oui, tu m'étonnes qu'elle est pour lui. Ouais, non, mais bon, c'est pas lui qui prend le rouge, mais l'erreur, elle vient de lui. Sur le deuxième but monégasque, il peut clairement faire mieux. Ter Stegen, surtout quand tu as une équipe de jeunes, en fait, comme ça, Ter Stegen, qui est un joueur d'expérience, l'un des rares joueurs d'expérience, il doit montrer l'exemple. Et là, aujourd'hui, il a fauté sur ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi envie de mettre Lewandowski, alors pas à ce niveau-là, mais aussi un petit peu dans le même lot. Quand tu as un joueur qui s'appelle Robert Lewandowski, tu joues à 10 contre 11. Il n'a pas frappé une fois, je crois. Voilà, il n'a pas une seule frappe cadrée. Ouais. T'as pas l'impression d'avoir sur le terrain, alors évidemment que c'est pas le Lewandowski niveau Ballon d'Or, mais t'as pas l'impression d'avoir un joueur sur le terrain, ne serait-ce qu'en termes de leadership, qui fait partie des meilleurs joueurs du 21e siècle. C'est presque un fantôme. Et quand tu as une équipe aussi jeune, tu as besoin de tes cadres. Donc c'est ça qui alarme un petit peu en Espagne. Et ce qui se dit, par exemple, le Mundo Deportivo, ils ont dit c'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions, mais c'est l'ancien Barça de l'année dernière. On a juste rajouté un entraîneur allemand sur le banc et des joueurs un peu plus jeunes, mais finalement tu as les mêmes erreurs, tu as cette fragilité qu'on a vue en défense, et ils ont l'impression en fait de ne pas retrouver le Barça qu'on a vu toute cette saison. Ils parce sont que durs, je les trouve durs. Je les trouve durs. Sur Stegen, pour moi, les critiques sont légitimes. Mais sur le reste, je trouve qu'ils sont durs. À la 10e minute, tu es à 10. Exactement. Et quand tu vois tous les absents majeurs du 11 qui sont restés à Barcelone, je les trouve durs quand même. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas non plus tirer des énormes conclusions d'un match où tu as joué à 10 contre 11 pour 80 minutes. Mais ouais, bon, la presse espagnole, tu sais. Non, mais ça fait tâche quand même. Ils font rarement de cadeaux. Ça fait quand même tâche pour une équipe, on l'a dit, qui était invaincue depuis le début de la saison, qui évidemment, je rappelle les absents. Très très beau football. Exactement. Oui. Après, sur certaines séquences, même à 10. C'est qu'à un moment, j'ai douté. Je me suis dit, ils vont finir par taper Monaco. Exactement, Nico. On est là, on est très enthousiaste parce que Monaco a gagné. Il faut quand même dire que par séquence, il y a eu un ballon en profondeur pour Rafinha. Il y a eu, je ne vais pas dire que c'était des occasions ultra nettes, mais comme tu dis,
Des opportunités. Le 2-2, il a un brin plané. Et là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'à 10 contre 11, le Barça a quand même réussi à prendre un point. Monaco n'a pas réussi à en profiter. On aurait eu une appréciation complètement différente. Il n'y a pas eu non plus une domination écrasante dans le jeu de Monaco. Il y a eu une opportunité dont ils ont profité. Et de ça, on se réjouit depuis le début de l'émission et on est très content parce que forcément, on était parti avec l'idée qu'à 11 contre 11, le Barça viendrait gagner à Louis II. Mais après, taper sur le Barça là, non, entre les absents qu'ils ont et ce qu'ils ont montré. Daniel, stop. Bon.